Dans cette deuxième et dernière partie du chapitre 10 sur le développement social et affectif de notre adolescent, il va être question de la fameuse crise d'adolescence. Ce qu'on en dit, ce qu'on en sait, les relations avec les parents et la famille, le rôle des pères et l'amitié à l'adolescence. On va terminer le tout avec les comportements antisociaux. Quand on parle de la crise d'adolescence, eh bien, on fait référence au besoin qu'a l'adolescent de se séparer de ses parents, de s'individualiser. Donc, même dans une relation qui est affectueuse, qui est une famille harmonieuse, où chacun a sa place, chacun se respecte, il y a quand même des disputes qui peuvent naître, des conduites de l'adolescent, de son besoin de se séparer. Ça peut être par rapport à l'habillement, la coupe de cheveux, les tâches ménagères, le choix des amis, l'argent de poche, l'heure des sorties, consommation d'alcool et de drogue, les résultats scolaires qui peuvent être à la baisse, la vie sexuelle, les différentes fréquentations qui ne font pas partie de ce que les parents souhaiteraient. Il y en a tout plein des raisons de se chicaner avec nos ados. Tous les petits différends qu'on a avec l'adolescent, ça ne veut pas dire que ça va déboucher en rébellion ouverte. Vraiment pas. Ces problématiques-là peuvent se gérer de façon démocratique, sans trop de frustration de part et d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit habituellement? C'est un adolescent qui essaye d'affirmer ses besoins, ses nouveaux besoins, puis ses attentes. Puis les parents réagissent en freinant ses demandes. Alors, c'est ça, c'est un petit combat de coq, un petit peu. Donc, ça se situe rarement entre l'adolescent sauvagement rebelle qui s'oppose à son parent et l'adolescent complètement docile où est-ce qu'on ne voit rien. Il y en a qui disent que oui, leur adolescence a passé, il ne s'est jamais rien passé de spécial. De leur point de vue à eux, mais si on demande à leurs parents, ils vont peut-être nommer autre chose, dans le sens où ils trouvaient qu'il avait l'air d'avoir perdu un peu sa joie de vivre. Il était plus bougon le matin, plus impatient, okay, à cause des changements, bien sûr, hormonaux, mais ça ne l'a pas fait de grosses vagues. Ça c'est le fun quand c'est comme ça. Quand on parle de la crise d'adolescence puis des adolescents sauvagement rebelles, ben, on fait beaucoup plus référence à des histoires de cas, à des légendes presque, qui ont été bâtis autour d'adolescents délinquants qui ont causé des torts dans leur environnement, qui ont volé, qui ont fait du mal aux gens, dans le fond, qui ont développé une personnalité antisociale. C'est là-dessus. Donc, tous les parents, quand on leur dit « watch out l'adolescence », parce que tu as un enfant qui a un tempérament, j'aime pas dire tempérament fort, c'est plutôt un tempérament difficile qui va s'exprimer. Alors, ces parents-là disent « watch out, la crise d'adolescence s'en vient ». Et qu'est-ce qui se passe quand un parent surveille son adolescent, surveille l'éclosion de la bombe atomique adolescente? Eh bien, ils deviennent plus sévères. Si le jeune manifeste des demandes de sortir avec des amis, ou demande un montant d'argent pour quelque chose que les parents ne seraient pas d'accord, ou ne respectent pas des règles de la maison, rentrent plus tard, consomment de la drogue, fument la cigarette, arrivent en état d'ébriété un soir, okay, ben, les parents se mettent à contrôler de façon extrême pour prévenir ces genres de conduites-là, que ça se répète, puis même si ça ne s'est pas présenté, ils pensent que ça va se présenter. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que mettre un frein à, j'allais pas dire son épanouissement, mais à son besoin de s'éloigner, de se distancer de la famille, ben lui, il se sent étouffé. Et là, c'est là que ça boum! C'est là qu'il peut se virer, on dit bout pour bout, là, et faire une véritable crise. On appelle ça l'effet Pygmalion. Vous savez, Pygmalion, c'était un sculpteur grec qui sculptait les dieux. C'était beau, les dieux. Puis, à un moment donné, il a fait une sculpture pour lui-même, une très jolie femme. Elle était en pierre. Et il a demandé aux dieux grecs, la gang en haut, là,
s'il vous plaît, je vais continuer de tout faire des statues de votre beauté, de votre magnificence, si, et seulement si, vous rendez cette statue-là, qui est mon amour, vivante. Eh bien, c'est ce que les dieux grecs ont fait. Ils ont rendu la statue de Pygmalion vivante. C'est devenu sa blonde. C'est génial, hein? Bon, qu'est-ce que veut dire ce mythe-là? Bien, si tu es tellement convaincu que quelque chose va arriver, tu vas t'organiser pour que ça arrive. Dans ce cas-ci, si les parents sont convaincus que leur adolescent, qui est quand même une personnalité assez, j'allais dire forte, qui est difficile, une personnalité difficile, il va exploser un jour dans sa crise d'adolescence, bien, ils vont se comporter de façon à créer l'explosion. Voilà, ils pèsent sur le détonateur. Donc, la fameuse rébellion, elle n'est pas universelle. Ça dépend beaucoup du tempérament de l'adolescent, des traits de personnalité qu'il a hérité et des traits d'impulsivité. C'est plus le propre, justement, d'explosion quand on a de l'impulsivité à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier non plus tous les autres facteurs environnementaux. Avec qui il passe ses journées. On dit qui fréquente, qui sont ses amis. Est-ce qu'il a choisi des amis qui sont plutôt rebelles ou est-ce qu'il s'est inséré dans un groupe comme ça et qui est devenu plus rebelle? Tout ça va jouer dans le fait que cette fameuse rébellion-là existe chez un individu et pas chez un autre. Et n'ayez pas croire, OK? N'ayez pas croire que s'il n'a pas fait sa crise d'adolescence, à l'adolescence, qu'il va la faire plus tard. Voyons donc, premièrement, si cette personne-là fait une crise puis sa vie change bout pour bout, puis la personne est rendue à 25 ans, c'est pas une crise d'adolescence, c'est une crise de vie adulte. Hein? Il n'est plus adolescent s'il est rendu à 25-30 ans. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est pas... c'est une réalité, mais c'est pas universel. Voilà. Ce qu'on appelle l'individuation, c'est la quête d'autonomie et d'identité qu'il y a chez l'adolescent. Dans sa quête d'autonomie, il cherche à se différencier de ses parents. C'est ça. Et puis, ben, selon le style parental, cette individuation-là va être faite de façon plus ou moins harmonieuse. Les parents autoritaires vont avoir tendance à encadrer beaucoup trop sévèrement l'adolescent. Eux vont être les responsables de l'explosion de l'effet Pygmalion. Les parents qui sont trop laissés aller, laissés faire permissifs, ben là aussi ça peut être problématique parce que quand l'adolescence arrive, ils laissent les portes ouvertes à toutes les expériences possibles, même des expériences négatives et dangereuses. Et l'adolescent ne s'entend pas encadré, est encore plus insécure. Et qui va devenir son cadre? Ben, ça peut être son groupe de référence, qui n'est pas nécessairement un groupe de personnes qui sont saines. Ça va dans ce sens-là. C'est vraiment le style démocratique qui va permettre une meilleure individuation dans le cas de l'adolescence, parce que les parents vont être à l'écoute, le jeune va manifester ses besoins, et puis on va négocier comment on va gérer ces changements-là qui impliquent toute la famille. On change un individu, c'est systémique, hein? Un individu change, ben ça change toute la dynamique de la famille. Si dans une famille, il y a beaucoup de stress et d'hostilité par rapport au changement vécu par l'adolescent, si ça crie toujours dans la maison, s'il y a des confrontations, s'il y a des objets qui volent à travers la pièce, ben ce climat-là, négatif, toxique, il va être ressenti par chacun des éléments du système. Donc, les enfants, les autres enfants, si c'est le cas, ou est-ce que cet adolescent-là a des frères et sœurs, sont témoins de ça. Puis ça va teinter eux-mêmes leur développement, puis leur façon de négocier par la suite avec leurs parents au moment où arrivera leur adolescence. Ça fait sens, n'est-ce pas? Ça fait du sens, n'est-ce pas? Le fameux dilemme vécu par l'adolescent, c'est l'individuation, se distancer,
devenir de plus en plus autonome, avoir sa propre identité, faire ses choix, mais aussi, quelque part, il veut maintenir des liens familiaux. Donc, quand le cadre est trop rigide, c'est difficile à faire pour l'adolescent. Quand le cadre est très, très souple, c'est facile à faire de devenir individuel, mais les liens familiaux, c'est pas des liens qui vont être soutenants et encadrants pour son bien-être. Laisser un adolescent faire tout ce qui lui passe par la tête, de ne pas aller à l'école, parce que tu veux être le meilleur ami de ton adolescent, ça va le rendre extrêmement insécure, puis les dérapages sont possibles à ce moment-là. Donc, ça c'est le dilemme à faire. Et ce processus-là de séparation, il est normal, il est sain. Il y a certains parents, toutefois, qui vont souffrir beaucoup de voir que leur enfant s'en va couper le cordon. Pour certains parents, surtout ceux qui sont consacrés vraiment totalement à leur enfant durant tout leur développement, ces parents-là sont quelque part dépendants de cette relation-là, donc ce qui est déjà malsain. Et si l'enfant décide de s'éloigner, de couper le cordon, le parent devient souffrant dans cette situation-là. Donc, soit qu'il va devenir plus contrôlant ou il va entrer dans des phases dépressives. De voir qu'il n'est plus la base de référence, la seule et unique base de référence pour son enfant. Il va rester une base de référence, mais là, il a l'impression qu'il est en train de perdre son dernier petit poussin. Hein? C'est comme la crise du nid vide. Oups, petit poussin sort du nid. Ici, on voit les éléments sur lesquels l'adolescent est ambivalent. Quand on dit qu'il veut maintenir des liens d'attachement, oui, des liens d'attachement affectif, oui, on ne veut pas être en guerre avec nos parents, mais si on n'aime pas leurs valeurs, on n'apprécie pas leurs valeurs, on veut nos propres valeurs qui se distinguent d'eux, eh bien, c'est là qu'on aide les conflits. Donc, tu veux devenir indépendant, mais en même temps, indépendant et autonome, tu réalises que, oups, tu n'as pas de diplôme, okay, ou tu as un diplôme de secondaire 5, ou même pas encore. Donc, te placer dans la vie, c'est pas évident. Pas d'argent. Ouais, j'ai un petit boulot, j'ai ramassé un petit peu d'argent, mais est-ce que tu en as assez pour t'installer dans la vie tout seul, autonome, dans un appartement? J'ai marqué pas d'appartement, pas de voiture, ou si tu as une voiture, ben, tu as des paiements à faire dessus, il faut que tu payes du gaz, puis c'est ton petit boulot. Pas d'organisation, c'est pas même comment, pour certains, je dis bien comment entretenir un appartement, comment faire du lavage. Qu'est-ce que ça prend pour, dans une cuisine pour être fonctionnel? Tout ça, là, tu peux pas tout d'un coup, en claquant des doigts, et voilà, je suis autonome et c'est bingo, j'ai plus besoin de mes parents. Alors c'est ça, il réalise qu'il y a des limites. Il voudrait que tout explose, puis qu'il ait sa petite place à lui, puis tout d'un coup, tout lui soit présenté sur un plateau d'argent. Mais c'est pas la réalité. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé que dans le développement cognitif, l'adolescent, il devient beaucoup plus critique, puis qu'il a le goût de l'argumentation. Eh bien, ce mode de fonctionnement-là, qu'est-ce que ça va faire, puis qui est à l'origine des conflits entre adolescents et leurs parents, c'est l'effondrement du modèle, de la représentation qu'ils se sont faites par rapport à leurs parents. Quand ils sont enfants, les adolescents voient leurs parents comme des êtres quasi parfaits, quasiment des dieux. En tout cas, ils ont tout pouvoir. Et ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire. Et à la minute où ils découvrent qu'il y a des failles, puis que leur parent est un être humain, puis qui peut faire des erreurs, et qui ne détient pas toutes les réponses à toutes les questions, et qu'il ne sait pas tout, et bien là, boum, tout d'un coup, biding, bidang, ça vient de s'écrouler. Alors là, il va se mettre à tester son parent par rapport à tout plein de valeurs, d'expériences de vie. C'est là que les confrontations vont se faire. Puis comme ils ont une capacité à argumenter, ça peut s'envenimer et faire une escalade.
pour illustrer ce principe-là avec un exemple assez drastique, tu es un adolescent et depuis que tu es tout petit, tes parents te démontrent que la famille, c'est important, qu'on doit se parler, qu'on est proche l'un des autres, qu'on doit manifester notre affection et se soutenir, et que c'est l'harmonie entre nous. Mais à un moment donné, tu apprends par la bande que ton père a une aventure avec la meilleure amie de ta mère. Je fais ça gros, là. Oupalaï! Tu sais ce que ça signifie maintenant, aventure, parce que tu as eu tes petits croches, tu as eu des petits échanges langoureux avec ton petit copain. Là, je parle si t'es une fille, OK? Ton petit copain. Là, tu fais comme, mais mon Dieu, il fait exactement le contraire de ce qu'il me dit. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il m'a dit avant pour beaucoup d'autres choses est aussi de la frime? C'est ça qui va arriver. Puis là, elle va se mettre à critiquer puis à juger. Voici une liste sommaire des besoins qui sont manifestés par les adolescents. Vous pouvez vous baser sur votre propre expérience pour les illustrer concrètement. Quand est-ce que vous avez manifesté votre besoin de vous sentir libre? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Prendre vos propres décisions. Tout adolescent veut connaître la position de ses parents, mais il veut lui-même tirer des conclusions de ses expériences. L'adolescent veut qu'on l'écoute, qu'on le respecte et surtout qu'on le prenne au sérieux. Un exemple, mon frère, c'est plus un adolescent, là, hein? C'est un homme dans la cinquantaine. Mais je me rappelle très bien de mon adolescence, ça m'a marqué. Mon frère voulait lâcher l'école pour ouvrir acheter un garage, une station-service. C'est pas un mécanicien. Oui, il était pompiste à temps partiel, mais pour lui, acheter un garage, ça lui permettrait de gagner sa vie, puis ça le libérerait de l'école. Alors, il est allé voir mon père pour savoir si mon père voulait l'endosser. Mon père a dit non. Alors, il n'était pas content, mais pas du tout content. Mais la discussion a fait que, bon, mon père a réussi à lui faire évaluer que si tu veux avoir un garage, une station-service, même s'il n'y a pas de garage avec, il faut que tu connaisses les véhicules automobiles, il faut que tu sois capable de tenir un inventaire, il faut que tu aies des connaissances en comptabilité, plein de choses. Il dit, ben, moi, garçon, fils, il l'appelait Fisc. Fisc, je suis prêt à te soutenir dans les études, si tu veux faire des études de mécanique, pour qu'éventuellement tu puisses avoir un garage, mais pour le moment, c'est non. Eh bien, mon frère n'était pas très content, mais la bonne chose qui est arrivée, c'est que finalement, oui, il est devenu mécanicien, puis aujourd'hui, il est professeur de mécanique. C'est quand même... c'est ça, ça a été une période difficile pour lui, là. Petit coq qui n'a pas aimé ça. Relation avec les frères et les sœurs, la fratrie, brièvement, l'adolescent passe beaucoup plus de temps avec ses amis qu'avec sa famille. Avant ça, il était très proche de son frère, de sa sœur, parce que les choses se passaient en famille. Les activités se passaient beaucoup en famille. Les vacances d'été, les vacances de Noël. En tout cas, je dis toujours les vacances, là, mais beaucoup d'activités, là, hockey, la natation, on était ensemble beaucoup. Et là, non, il passe beaucoup plus de temps avec ses amis. Alors, il y a moins d'impact. Ils ont moins d'impact sur son développement. Toutefois, il reste que les frères et sœurs plus jeunes vont aussi se servir de leurs frères et sœurs aînés comme modèle, comme source d'identification. Ils peuvent admirer le frère, la sœur dans ce qu'il est, et même vouloir les imiter, ce qui irrite beaucoup l'adolescent qui se sent unique, puis il n'aime pas ça que son petit frère, sa petite sœur essaye d'être pareil comme lui. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a encore de l'immaturité de la part de l'adolescent. Les relations avec les pères. Eh bien, notre ado, il va passer plus de la moitié de son temps avec ses copains, plutôt qu'avec sa famille. Puis encore là, avec sa famille, ça peut être encore moins que ça, parce qu'il y a des moments individuels, des moments à lui, dans sa petite bulle personnelle. Qu'est-ce qui se passe quand il est avec ses amis? Eh bien, ils vont discuter beaucoup. On le sait qu'ils s'expriment beaucoup. Ils ont développé sur le plan cognitif une réflexion que eux jugent comme étant supérieure. Et qui qu'on va critiquer? L'autorité.
Bien sûr. Ton père, ta mère, les professeurs, la direction, même avoir des opinions politiques sans connaître la politique. Eh bien, ce qui se passe dans ces groupes-là, c'est qu'ils entretiennent ce qu'on appelle un chauvinisme de génération ou narcissisme intergénérationnel. C'est beau, hein? Narcissisme, ben c'est ça, c'est centré sur toi. Intergénérationnel, ça veut dire que toi, t'es beau et les autres sont laids. Et comment ils sont laids? Ben, ils sont laids dans le sens qu'ils ne comprennent pas ce que tu vis. Ils se disent que les adultes, pas juste leurs parents, les adultes, ne partagent pas les mêmes valeurs et même pas les mêmes convictions qu'eux. Ils sont dans un autre univers. Et puis, c'est pas parce que ton père ou ta mère ou ton oncle ou ta tante te dit que dans son temps, c'était comme ça, qu'aujourd'hui, toi, tu dois être comme eux. Ah non, c'est dans l'ancien temps. On l'a déjà nommé. C'est dans l'ancien temps. Non, 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 non. Nous autres, on est en train de changer le monde, là. Et puis, nos valeurs, c'est nos valeurs. Puis vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas là, là. Vous avez un décalage de 15 ans avec notre réalité. Fait que c'est vraiment pas intéressant pour nous. Quel est le rôle de nos copains? En fait, ils prennent en partie le rôle qui était joué par nos parents avant l'adolescence, qui est la zone de réconfort. Quand l'adolescent vit des bouleversements dans sa vie, il va se diriger auprès de ses pairs pour obtenir du support. Qu'est-ce que ça peut être comme bouleversement? Ben, le changement au niveau du primaire à passer au secondaire. Premier cycle secondaire au deuxième cycle secondaire. Des changements comme par rapport à même un déménagement. Il s'en va. Ses parents, il n'a pas le choix, lui, il doit partir avec ses parents, mais ses amis vont être là pour le rassurer, pour lui dire, on va être toujours là pour toi, on va garder contact. Donc, il y a de ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec nos copains? Ben, on expérimente de nouvelles attitudes, des façons de s'habiller, des façons de parler, toutes sortes de jargons d'adolescents, finalement, qui vont expérimenter là. Et si ça passe, on l'accepte. C'est un peu comme l'expression « ça passe ou ça casse ». Là. Donc, des expressions, des styles vestimentaires, des façons de déambuler, même dans l'attitude générale, comment on doit se comporter les uns par rapport aux autres. Eh bien, on teste ça dans notre petit groupe. Après ça, c'est accepté. Ça veut dire que ça devient quelque chose qui fait partie de notre nouvelle identité, bien sûr. Bon, on dit fournir du soutien et de l'affection en dehors de la famille. Oui, les liens affectifs qui sont pas, là, je ne vous parle pas de liens amoureux, mais les liens affectifs dans un groupe d'amis, c'est puissant. Et voilà, une sert de lieu propice à l'expérimentation. Ouais, les premières expériences se font parmi les groupes de pairs. Premières expériences de consommation. Cigarettes, alcool. Là, je vous parle d'expériences négatives. Les premières expériences sexuelles, habituellement, c'est avec les pairs. Donc, des gens qui sont du même groupe d'âge que nous, relativement le même groupe d'âge que nous. Là, je parle comme si j'étais une adolescente. Là. Ah, que de souvenirs! Comment est structuré notre groupe de pairs? Eh bien, la gang. Dans votre volume, il appelle ça la clique. Bon, 3 à 9 personnes. Puis on se regroupe sur quelle base? Ben, c'est parce qu'on a des affinités, on pense pareil, et puis on se comporte de la même façon. Ces affinités-là sont basées sur la similarité. Les petites gangs, c'est des filles ou des garçons. Donc, tu as une gang de filles, tu as une gang de garçons. C'est pas mélangé, là. Bon, je vais partir de la gang de filles. La gang de filles, ils ont relativement le même âge, sont souvent de la même origine ethnique et du même milieu socio-économique. C'est ce qu'on a remarqué. C'est tellement fort, cette petite gang-là, qu'ils peuvent vivre vis-à-vis les autres gangs ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme. Donc, tu es centré sur ta gang. On est bon avec le centrisme, avec les nombrils, bien sûr. On est des adolescents. Donc, quand tu es dans une gang, on se définit les uns par rapport aux autres et on devient intolérant par rapport à ceux qui ne sont pas comme nous. Fait que tu peux avoir des petites gangs qu'on identifie comme étant
des grands sportifs, une petite gang de poteux, une petite gang de musicos, en tout cas, appelez-les comme vous voulez. Là. Il y a quelque chose, ils ont comme une identité de groupe, puis les autres, qui sont pas comme nous, ben, sont tous à côté de la traque. Nous, on est les meilleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme. La bande, maintenant. La bande, dans votre volume, dans la définition, c'est là, c'est un regroupement de jeunes, c'est plus nombreux que la clique. N'oubliez pas que la clique, c'est la petite gang. Là. La petite gang, c'est des gars ensemble ou des filles ensemble. Là, on va se retrouver dans la grosse gang. Pour parler québécois, là, la grosse gang, c'est des cliques qui ont quand même des affinités, qui ont des liens un peu communs. Et c'est l'occasion pour ces personnes-là de se mettre en contact avec des personnes de l'autre sexe. Donc, tu es dans ta petite gang, mais quand on a des activités avec la grosse gang, on peut échanger et garder notre petite base de sécurité. La bande ou la grosse gang, ça peut être la gang de la maison des jeunes. Ça peut être la gang d'une organisation sportive. Okay. On est toutes là, on est toutes les judokas. Ça, c'est la gang. Tu as quand même ta petite gang avec qui tu es proche puis tu es plus intime et tu as eux. Voilà. Puis encore là, on expérimente aussi socialement nos futurs rôles d'adultes. Là. Fait qu'on deal avec des relations qui peuvent être parfois conflictuelles. C'est à ça que ça sert, la grosse gang. Puis parfois, il peut y avoir des projets communs, et puis que ça soit peinturé un mur de ciment pour récolter des fonds, par exemple, pour une fondation. On va illustrer ça sur un mur de ciment. Donc, ils vont tous s'impliquer. Cette grosse gang-là va bien sûr diminuer au fil du temps. Dans nos petites gangs, nos cliques, eh bien, il y a des personnes qu'on considère comme étant nos amis. Est-ce qu'un adolescent peut être ami avec 9 personnes? Possiblement. Mais il y a quand même un petit noyau dur qui va se faire à l'intérieur de ça, d'à peu près 3 ou 4 personnes à qui on peut tout dire, tout confier. Donc, c'est vraiment là où est-ce que l'intimité, le dévoilement de soi est le plus grand. D'ailleurs, quand on étudie dans le développement de la personne, ce qu'on a réalisé, c'est que à l'adolescence, ce sont les liens les plus étroits, les plus intenses qu'une personne peut avoir vécu au cours de sa vie. Pourquoi? C'est parce qu'on est dans une période de bouleversement émotionnel et de changement. Donc, tout le monde va se rappeler de ses amitiés d'adolescence. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont perdurer dans le temps jusqu'à l'âge adulte et l'âge avancé? Parfois oui, parfois non. Mais le souvenir émotionnel est toujours présent parce que ça fait grandir la personne, l'adolescent, qui a déjà eu sa poussée de croissance, ça fait grandir autrement et c'est marquant, ces amitiés-là. Les garçons, ils ont plus d'amis, mais les relations sont moins intimes. Ils ont moins tendance à se dévoiler, les garçons. Donc, on va accepter aussi beaucoup plus facilement quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, dans la polyvalente, associé à notre groupe, et puis il va finir par être dans notre clique, et puis il devient ami. Donc, il y en a un petit peu plus, mais ils sont moins intimes. Les filles en ont moins, mais beaucoup plus intimes, et le cercle est très fermé chez les jeunes filles. Vont confier beaucoup leurs états d'âme, bien sûr, parce que la dimension affective chez la fille est très présente. Ils vont beaucoup plus compter sur leurs amis quand elles ont des épreuves de vie, peine d'amour, ou elles sont en amour, vont se confier à leurs amis. Donc, c'est un peu la distinction. Donc, les garçons ont plus d'amis moins intimes, les filles moins d'amis, mais plus intimes. Toutefois, le cercle des filles est plus fermé. Quand une nouvelle jeune fille arrive à la polyvalente, c'est pas vrai qu'elle va rentrer dans notre cercle d'amis très facilement. Ils peuvent l'apercevoir même comme une menace. C'est une nouvelle beauté déstabilisante dans l'école. Ici, je vous illustre des concepts que vous connaissez déjà. Durant l'enfance, on s'associait aux gens
qui nous ressemblent, donc la similitude, c'est ça qui nous guidait dans nos choix. Bien, à l'adolescence, c'est encore ça par rapport aux amis. La caractéristique, cependant, c'est que on se ressemble, mais plus on passe du temps ensemble, plus on se ressemble. Même les personnes vont être flattées d'entendre comme commentaire « Êtes-vous des frères? Êtes-vous des sœurs? » alors que ce sont des enfants de 3, 4 familles différentes. Mais ils s'habillent pareil, ils parlent pareil, ils bougent pareil, ils s'intéressent aux mêmes choses. Pourquoi ça fait ça? Ben, c'est pour se rassurer. Encore là, chacun de nos amis est notre miroir. Si je ressemble à cette jeune fille-là qui, elle, est appréciée du reste du monde, alors je vais être appréciée par le reste du monde. C'est ça le ciment des amitiés à l'adolescence. Les fameuses relations amoureuses à l'adolescence. Erikson en avait parlé comme étant un élément important pour la définition de l'identité de l'adolescent. Donc, c'est pour ça que c'est un facteur central. Où rencontre-t-on notre amoureux? Eh bien, souvent, c'est dans des situations où justement 2 clics se rencontrent et puis qu'il y a des liens qui se font. Et ces regroupements-là vont se retrouver dans des situations de loisirs, de détente, d'échange. Et puis, c'est là que les petits couples vont se former. Quand les petits couples se forment, souvent, on va mettre de côté nos amis. Chez les filles, en tout cas, c'est plus évident que les jeunes filles, quand elles tombent en amour, elles vont mettre de côté leurs amis pour se concentrer sur l'être aimé. Et d'ailleurs, elles ont de la difficulté à comprendre pourquoi l'être aimé n'en fait pas autant. Je ne dis pas que c'est toutes les jeunes filles qui font ça, mais les personnes vivent avec qui ils sont, selon leurs traits, selon leur expérience de vie et tout le tralala, fait en sorte qu'elles deviennent passer plus de temps à partir de maintenant avec l'amoureux qu'avec les amis. Il y a des problématiques toutefois qui peuvent être soulevées dans les amours d'adolescents. La violence conjugale, ce n'est pas un couple, même s'ils se définissent en couple sur Facebook, là, ils ne vivent pas ensemble, c'est des adolescents. Bon, on dit adolescents, jeunes adolescents, parce qu'il y en a que oui, ils sont en fin d'adolescence et ils vivent ensemble. Ben, dans ces couples-là, il peut y avoir des dynamiques de pouvoir. Et puis la violence peut s'inscrire aussi. Et ça peut être extrêmement toxique pour la personne qui en est victime. Ça peut être le garçon comme la fille. On a tendance à penser que ce sont juste les filles qui sont victimes de violence et de contrôle malsain d'un manipulateur. Il y a de grandes manipulatrices. Vous vous dites, mais ça vient d'où? Ça vient beaucoup de l'environnement social, où elles ont été élevées, qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont vu, qu'est-ce qu'elles imitent, qu'est-ce qu'il imite, lui aussi, et des carences affectives, qui sont de l'ordre des liens d'attachement basse. Tant que tu étais tout petit, là, au niveau de l'attachement, il y a des carences là, et puis c'est de là que naît le contrôle. Garder l'être que j'aime, en fait, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Probablement parce qu'il a manqué d'attention et d'amour. OK, les comportements antisociaux. Dans votre volume, ils ont vraiment restreint l'information au minimum. En fait, les comportements antisociaux peuvent éventuellement mener au développement de ce qu'on appelle une personnalité antisociale. Et la personnalité antisociale, c'est quelqu'un qui est hautement toxique pour la société, pour les gens autour de lui, un grand manipulateur qui n'a aucune empathie. Donc, on s'éloigne carrément des comportements prosociaux. Les comportements prosociaux ont été appris. Les comportements antisociaux ont aussi été appris. Ils peuvent avoir été appris au cœur même de la famille. On remarque qu'il y a 2 types particuliers de comportements antisociaux. Il y en a qui vont naître dès la
j'allais dire pas la petite enfance, parce que petite enfance, c'est avant 5 ans, là, dès l'âge du primaire. Puis ils vont perdurer, ils vont s'amplifier rendus à l'adolescence, et puis ils vont s'incruster rendus à l'âge adulte. Cet individu-là peut commettre des délits graves et se ramasser en prison. Alors qu'on a d'autres qui sont devenus des petits délinquants, mais juste rendus à l'adolescence pour épater les autres. C'est comme une forme transitoire. On espère que ce soit celle-là dans laquelle le jeune s'est retrouvé. Parce que entre les deux, il y en a un que la chronicité s'est installée, alors que l'autre, il y a des possibilités de réhabilitation. Vous voyez? Notre délinquant chronique, eh bien, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour qu'il développe ça. Donc, ça a commencé durant l'enfance. Il peut avoir été témoin de violences familiales. Il peut y avoir eu des problèmes d'attachement. Il a peut-être été rejeté de son foyer, s'est retrouvé en famille d'accueil, victime de mauvais traitements, des pratiques disciplinaires inconsistantes. Ça, c'est grave. Hein? Ça, les parents autoritaires sont toujours autoritaires. Mais il y a des parents qui punissent de façon démesurée pour des petites choses, alors qu'ils vont laisser passer des choses graves. Il a mis le feu à la grange du voisin. Le père s'en mêle pas. Mais il a pris la drille de son père, puis il l'a vendu pour s'acheter du pot. Ça, là, ça mérite d'être attaché dans le garage au bout d'une chaîne. Je vous mets des exemples extrêmes, là, mais c'est ça, des pratiques disciplinaires qui vont être sévères et incohérentes. C'est ça qui est le pire pour ces adolescents-là. Il y a différents autres facteurs qui sont psychosociaux. C'est qu'à partir de ce moment-là, qui va fréquenter ce jeune-là? On s'identifie. On se retrouve souvent avec des personnes qui sont similaires à nous. Donc, il va s'associer à des personnes qui, comme lui, vivent énormément de frustration. Puis, ils vont passer leur frustration en commettant des délits, des vols, des briser des propriétés, du vandalisme. Tout ça va faire partie de leur façon d'exprimer leur mal de vivre et leur impression de prendre du pouvoir, puis de s'autodéterminer. La plupart des conduites délictuelles chez les adolescents, ça se fait en groupe. Pourquoi? Ben, c'est parce que la responsabilité, elle est partagée par l'ensemble des membres du groupe. Bien qu'avec la hiérarchie, on dit c'est le chef qui va donner l'ordre d'aller défoncer un camp de chasse à telle place, puis de ramasser tout ce qu'il y a dedans. Il est là pareil, il va contribuer à ça. Et les autres qui vont participer à ça se doivent d'assimiler le rôle qu'on leur a demandé, d'être les exécutants. Et pour chaque exécutant, le but ultime est de se rapprocher du chef du groupe. Ça vous dit un petit peu quelque chose? Alors, c'est ça. C'est pour ça que souvent, ça se fait en groupe. Et puis, les conséquences des délits de groupe, c'est que il y a des jeunes qui vont se retrouver en détention dans des centres de jeunesse, et il y en a d'autres qui vont quand même bien s'en tirer selon l'analyse psychosociale qui va être faite de leur contribution au délit en question. Alors, c'est pas à négliger. Disons que quand un enfant se retrouve dans ces groupes-là, qui n'est pas nécessairement des gangs de rue, il appelle ça gangs de rue, mais il n'y a pas juste des gangs de rue, il peut y avoir un dérapage important. Dernière diapositive du chapitre 10. Ici, on voit les facteurs de risque et les facteurs de protection qui sont liés au phénomène de la délinquance. Intuitivement, vous sauriez déjà qu'est-ce qui fait partie des facteurs de risque. Et on n'a qu'à faire l'opposé pour trouver les facteurs de protection. Donc, dans le fonctionnement de la famille, quand il y a une discipline incohérente, quand on est des parents autoritaires et violents, ou des parents négligents, des parents qui consomment, eh bien, c'est déjà un élément de risque. Sur le plan financier, quand le parent y en arrache, eh bien, oui, quand on a un statut socio-économique plus défavorable, ça aussi, ça en fait partie.
Et le lieu de résidence où il vit. Il vit-tu à la campagne ou il vit dans un quartier? Puis un quartier qu'on dit malfamé. C'est les gens qui vont côtoyer là, qui vont devenir ses amis, ses acolytes dans la réalisation de ces projets de délinquance. L'opposé, mais fait juste aller tout à fait à l'inverse. Le parent démocratique et qui prend bien soin de ses enfants, qui est attentif. Les parents ont souvent aussi un niveau de scolarité plus élevé. Encore là, quand je nomme ça, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de délinquants dans des milieux de parents scolarisés. C'est toujours comment le parent est face à son enfant. Mais quand on fait des corrélations, on voit qu'il y a plus de parents qui ont un bon style parental quand on se retrouve avec des parents qui sont plus scolarisés, sont plus éduqués, puis connaissent l'impact de leurs faits et gestes sur les enfants. Donc, c'est sûr, les enfants qui vont être beaucoup plus stimulés sur le plan parascolaire, on les éloigne de l'oisiveté, qui est le cas des jeunes qui n'ont pas les moyens, que les parents n'ont pas les moyens de leur payer des activités parascolaires. Alors, regardez ça, faites-vous un petit portrait de qui sont ces individus-là, qui est facteur de risque, facteur de protection. On peut en avoir un peu des deux. Plus de protection, plus de risque de s'en sortir bien.